Mesdames, bonsoir et bienvenue dans ce journal de la télévision Bonferré. Bonne rupture d'hygiène à toutes et à tous. Au moins 150 mm, c'est la quantité de pluie enregistrée de la nuit d'hier à aujourd'hui dans la capitale Niamey. Une pluie qui a duré toute la nuit et qui a enregistré d'énormes dégâts. Le dernier bilan fait état de 9 morts. On fait le point avec Aminata Yayamega et Luc Oga. On ne cessera jamais de le dire. Au Niger, la saison hivernale rime avec inondation. De part et d'autre, c'est la désolation. Une situation née de la forte précipitation intervenue dans la nuit de ce mardi au mercredi. En effet, la pluie a inondé plusieurs artères, voies, marchés et habitations, laissant les occupants à pied d'œuvre durant toute la nuit. Une situation qui, selon les personnes interrogées, est surtout due à un problème de caniveau. Kalam koy isabo indigi fote banda fonna hanna sino karo bisanda donc ne moda hariga fisgwara kala ago boucher quoi irin moda lokti bandai irin no sambu jiga irin fansi kayn fo ngina go dugu bisakino de man tiani na sing bis bawono paro din gomnino amma irwo problème kan gorse pudirar kurawo ragati hospital pudirar gota di mairie mu gormat kaga tasi ir kurai gota yo mairie bore sigi yaso rampon wadata gota kan gon latiritini danga dabu mere ga bega im solution sambas parce que irwo sai cikan kurora sin bota kafu de bota kafu no gwada don foi o baiz fo no anskaka bikin za 20h kal 4h du matin irgo cegano ay fu wora sin da haykul kamantai. Cette précipitation a causé d'énormes dégâts matériels mais également des pertes en vies humaines. Pour juguler d'éventuels dégâts, la compagnie des sapeurs-pompiers a mis en place une stratégie dénommée plan parapluie. Le bilan provisoire s'avère lourd. Mais cette année, ça a commencé très fort parce que déjà on a 156 mm la nuit d'hier seulement. Donc ça ne peut être que surprendre les gens pour une première pluie. Donc en tout cas déjà on fait le tout pour faire l'évaluation. C'est après l'évaluation qu'on va prendre les dispositions. Franchement, avec le maire central et les dispositifs de lutte contre les crises et les catastrophes, on est là en train d'évaluer. Donc dès qu'on aura fait l'évaluation, on va trouver donc le dispositif national qui va envoyer sûrement des appuis aux populations sinistrées. Et nous, d'avance, s'il y a des sinistrés, on va les mettre dans les écoles comme d'habitude. Et c'est la première chose la plus urgente. Après seulement une ou deux fortes précipitations, l'on commence déjà à dénombrer des sinistrés. Une situation assez inquiétante qui a valu le déplacement sur les lieux des autorités compétentes, lesquelles d'ailleurs comptent prendre des dispositions pour solutionner ce problème. Nous avons donc 9 décédés, dont 2 décédés au marché Katako, 1 au quartier Liberté et 3 au quartier Kwarateji. Voilà donc le bilan qui n'est que provisoire pour donc cette pluie diluvienne. Les dégâts matériels sont extrêmement importants parce que vous savez, certaines habitations sont précaires et d'où leur vulnérabilité. C'est des constructions en banco ou généralement en paillotte. Et il y a eu à peu près une 50aine de maisons qui sont effondrées, mais ces effondrements concernent même les bâtiments en construction définitive. Ces inondations qui interviennent pratiquement à chaque saison pluvieuse ces dernières années doivent interpeller non seulement la conscience des populations qui construisent de manière anarchique, obstruant les voies d'évacuation des eaux, mais aussi des autorités qui doivent prendre des mesures préventives pour éviter à l'avenir des cas similaires. Que leur âme repose en paix et que le Tout-Puissant continue de descendre sa clémence dans notre pays et nous protège contre ces genres de catastrophes. Amen. Ces fortes précipitations enregistrées hier à Niamey ont fait des dégâts dans plusieurs quartiers de Niamey. Soumana Karimou et Abdoulaye Saïdou sont partis faire le constat dans le quartier Dar es Salaam. Voici leur reportage. À Niamey, s'il y a un quartier dont les habitants ne savent pas à quel saint se vouer en cas de grosse pluie, comme celle d'hier par exemple,
Pluies qui ont commencé à tomber aux environs de 20 heures et qui ont occasionné d'énormes dégâts matériels. C'est bien le quartier Dar es Salaam, plus précisément le côté de l'ancien préfet maire de la communauté urbaine de Niamey, Madame Bibata Nyandou, allant jusqu'à l'école Bédir. Les habitants de ce côté de Dar es Salaam sont au désarroi depuis hier nuit à l'arrivée des grosses pluies torrentielles. Selon certains habitants, le niveau d'eau a même dépassé 1 mètre. Durant toute la nuit, nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit, s'exclame cet habitant. Partout où nous passons, c'est un spectacle désolant qui se présente à nous. Arbres et habitations, tantôt sur l'eau, tantôt aussi ce sont les murs qui cèdent par la force des eaux. Tantôt c'est l'eau qui pénètre dans les habitations des hommes, lesquels n'hésitent pas à prendre la clé des champs, abandonnant demeures et matériel. Certains ont même appelé au secours. Jiya babu wanda ya kon cikin gida duk waje na mun ka kon wallahi sai dukan mu waje na mun ka kon sai da sahi ba mu san kona ba ko sahur ba mu yi ba ga mu da azumi ko sahur ba mu yi ba. Dans ce quartier, on voit ça et là des ordures et autres détritus apportés par les courants d'eau. Selon M. Ibrahim, habitant du quartier Dar es Salaam, tout a commencé le jour où l'eau du canal qui quitte l'école Bédir et qui longe la station Oriba a été déviée. Le courant d'eau a donc changé de direction pour se déverser sur nous, à en croire cet habitant de Dar es Salaam. Bikino da ina bikin borkul man girbi kura o karari ko kura ma kan problem ote sintina mbo hayo ki funda Bedir gota ma yoki kendi gota ki te Bedir ga kande ga tan Dar es Salaam bon ngono bore ganji girbi parce que wato din har sikai Dar es Salaam ra zain gota kendi kanda begu funda Bedir ga ga nongo station Oriba itonda ina gayi paveta nyobo anda non ne woni no problem. Selon certains riverains aussi, tout le calvaire a commencé avec l'implantation de cette station d'essence. Voyant le courant d'eau passer tout près de la station, ils ont tout de suite changé la direction de l'eau vers ce canal. Et depuis, selon les mêmes habitants, ils ne sont plus en paix en cas de forte pluie. Autre aspect de ce journal, à l'Assemblée nationale, les travaux de la première session extraordinaire au titre de l'année 2017 se poursuivent. Cet après-midi, les députés ont procédé à l'examen et au vote du projet de loi organique portant code électoral. Les détails sont à venir dans nos prochaines éditions. 14 juin 2009, 14 juin 2017, 8 ans que le père fondateur de l'ANDP, Zamalahia, est rappelé à Dieu. 8 ans après, la télévision Bonferrey revient sur le parcours professionnel et politique de Adamou Moumouni et Charmakoy. C'est un commentaire signé Mustafa Abdurrahman Zongoma. 14 juin 2009. Manifestation du Front pour la défense de la démocratie FDD pour dire non au projet référendaire de Tanja Mamadou, président de la 5e République. Ils disent que le peuple veut qu'il y ait un référendum. Le peuple doit être entendu de l'ensemble des citoyens. Dès lors, aucun individu ou groupe de personnes, encadré ou non par des partis politiques, syndicats ou autres associations, ne sauraient s'identifier au peuple. Parmi les meneurs de la manif, Issoufou Mahamadou, Issoufou Assouman, Ladan Chana et autres. Un peu plus loin, parmi les manifestants, affaiblis et souffrants, Adamou Moumouni Jarmokoy est laissé à la traîne. Il est attendu quelques instants avant que la marche ne reprenne son rythme normal. Sur ces images, on le voit échanger quelques mots avec Issoufou Mahamadou. Ce seront les dernières images du père fondateur. Avant la fin de la manifestation,
il sera pris d'un malaise. Évacué à l'hôpital, il succombera avant la fin de la journée. Le parcours de l'homme est peu ordinaire. Né le 22 mai 1939 à Dosso, il fréquente l'école des enfants de troupe de Saint-Louis au Sénégal. En 1958, volontairement, il sera tirailleur sénégalais. En 1966, il passe au grade de lieutenant. En 1974, il sera parmi les officiers du Conseil militaire suprême conduit par Séni Kountché qui renverse le régime de Djori Amani. C'est cela qui fait la différence de Kountché avec beaucoup de chefs d'État que nous avons connus. Dès qu'il s'agit du peuple, il est toujours à côté de lui. Dans le régime d'exception, il sera ministre des Affaires étrangères, ministre de la Jeunesse et des Sports, puis ministre de la Santé. En 1983, il passe au grade de lieutenant-colonel et est nommé préfet de Zender, puis ambassadeur du Niger aux États-Unis. Avec l'avènement de la démocratie, Adamou Moumouni Jarmokoy prend sa disponibilité. Il crée un parti politique, l'ANDP Zamalahia. Plusieurs fois candidat à la présidentielle, il occupera aussi plusieurs fois le fauteuil de député national, avant d'être le président du Parlement en 1993. Président de la Haute Cour de justice. Entre 2004 et 2009, il occupera le portefeuille de ministre de l'intégration africaine. Au terme du combat mené par la CFDR pour la restauration de la démocratie, sanctionné par le coup de force de février 2010 et les élections présidentielles de janvier et mars 2011, le candidat élu lui dédie sa victoire. Je demande ainsi 1 minute de silence pour célébrer la mémoire du martyr de notre lutte. J'ai nommé Adamou Moumouni Jarmokoy, à qui je dédie cette victoire. C'est dire que l'aura de l'homme auprès de la classe politique est immense. Alors en exil, Ama Amadou avait bravé les risques sur sa liberté pour assister aux funérailles de Moumouni Adamou Jarmokoy. Le 20 juin 2011, le rond-point église de Niamey est baptisé Place Adamou Moumouni Jarmokoy, en souvenir du combat remarquable de l'homme du consensus. Un monument sera érigé en sa mémoire. Ce 5e anniversaire de son décès intervient dans un contexte où ses compagnons de lutte d'hier se retrouvent aujourd'hui dans 2 camps politiques opposés. Et comme en juin 2009, l'opposition politique nigérienne était dans les rues de Niamey pour exiger plus de respect des règles démocratiques au Niger. Comme annoncé hier, les agents des collectivités territoriales du Niger sont en grève de 72 heures depuis ce matin. Ils ont aussi organisé un sitting à la devanture de l'hôtel de ville de Niamey. Aujourd'hui, ils exigent le paiement du salaire du mois de mai 2017. Les précisions de Souleymane Ousmane et Luc Oga. Les agents des collectivités territoriales du Niger en colère contre les autorités de la ville de Niamey suite au non-paiement du salaire du mois de mai dernier, ainsi qu'au soir réservé à ses militants. Ensemble, ils se sont mobilisés à la devanture de l'hôtel de ville de Niamey pour montrer leur mécontentement face à la situation actuelle. 2015 à 2016, nous avons suivi des arrêts. Dans ce même contexte, c'est-à-dire dans ce même contexte, c'est ces mêmes arrêts qu'ils veulent se reprendre. Donc on a jugé utile au cours d'une réunion de ne plus accepter ça. Parce que c'était dans ces mêmes conditions qu'on est allé en arrêt de salaire. Donc pour rafraîchir la mémoire du maire, la seule arme qu'on a, c'est d'aller en sitting et en grève pour réclamer. Parce qu'on ne va plus croiser les bras à regarder comme on l'avait fait dans les années passées, de 2015 à 2016, en train de regarder l'administration de nous amener jusqu'à 8 mois d'arrêt. Nous avons jugé utile, nous avons dit non. Et nous dirons non si les salaires ne seront pas aujourd'hui, les 48 heures et aujourd'hui notre sitting a épuisé. Nous allons voir encore en quelles circonstances nous allons prendre pour aller en grève encore. Mais avant d'aller en grève, nous allons toucher d'abord les hautes autorités qui est son excellence Birji Rafini. Parce que c'est lui qui a été garant
lorsque nous avons tenu notre rencontre à la prémature, il a dit que l'année 2017 ne sera plus une année d'arrêt à la mairie. Donc il a tiré les oreilles du gouverneur, il a tiré les oreilles du maire et vous avez vu aujourd'hui les conséquences. Je crois qu'il n'a qu'à faire attention de ne pas subir les conséquences. Parce que nous, on ne va pas croiser les bras pour le regarder du mai jusqu'à l'année 2017-2018. Parce que c'est les mêmes choses, les mêmes méthodes qui nous ont amené les 8 mois d'arrêt. C'est les mêmes machines qu'ils ont mis en marche. Donc, par cette grève d'avertissement de 72 heures suivie de ces sittings, la coordination du syndicat des agents des collectivités territoriales du Niger entend se donner tous les moyens légaux et légitimes afin de défendre l'intérêt de ses militants et amener les décideurs au respect strict de ses engagements, et cela à travers plusieurs actions plus concrètes. La Société du patrimoine des eaux du Niger, SPEN, a organisé ce matin un atelier de validation du schéma directeur pour l'approvisionnement en eau potable au Niger. Une étude réalisée par le cabinet Marley, et c'est le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique qui a présidé la cérémonie d'ouverture devant nos reporters Boubacar Amadou et Abdelaziz Jibrilla. La ville de Niamey et plusieurs communes environnantes ont des difficultés à s'approvisionner en eau potable, surtout en certaines périodes. Pour remédier à cette situation, la Société du patrimoine des eaux du Niger s'est dotée d'un outil de gestion indispensable pour la planification à long terme des investissements en vue de satisfaire la demande en eau potable de la population. Aussi, l'ASPEN a sollicité et obtenu auprès de la Banque européenne d'investissement le financement de l'étude du schéma directeur pour l'approvisionnement en eau potable de la ville de Niamey, qui fera l'objet de validation au cours du présent atelier. Elle comprend 3 sous-missions. La mission 3.1 qui consiste à définir les critères techniques, financiers et économiques de conception et de dimensionnement. La mission 3.2 qui consiste à évaluer les ressources, faire des études des variantes d'aménagement. Et la mission 3.3 qui consiste à une étude et une élaboration de plan directeur. La mission 4, quant à elle, a pour objectif l'analyse comparative des grands scénarios d'aménagement et l'étude financière du scénario retenu. Elle comprend 2 sous-missions. La mission 4.1 sur le modèle financier et comparatif technico-économique des scénarios, et la mission 4.2 sur l'impact financier du scénario retenu. Occasion saisie par le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement de rappeler les réalisations déjà faites par la SPEN dans le cadre de la fourniture d'eau potable dans la ville de Niamey. Les investissements réalisés par la SPEN à Niamey depuis la réforme institutionnelle de 2001 sont, entre autres, les constructions de 2 stations de traitement d'eau potable à Yantala, unité compacte d'une capacité de 15 000 m3 jour, construite en 2015, et Goudel 3, de 30 000 m3 jour, construite en 2007. La construction de 5 réservoirs à travers la ville de Niamey, dont un sur la rive droite du fleuve Niger, le R11, de 4 200 m3, et 4 autres sur la rive gauche, le R10 à 4 200 m3, le R12 à 2000 m3, le R13 à 1000 m3 et le R14 à 2000 m3. La longueur de conduite posée par la SPEN et la Seine est d'environ 990 km linéaires. Au cours de cet atelier, les participants auront droit à une présentation de l'étude menée par le cabinet Marley, qui sera suivie des débats qui permettront d'enrichir cette étude avant sa mise en œuvre. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Niger a organisé hier soir une rupture collective ou iftar à l'endroit donc des fidèles musulmans nigériens. Plusieurs autorités, membres du corps diplomatique et organisations internationales ont répondu donc à cette invitation. Le compte rendu de Kassassi Ibrahim et Abdoulaye Seydou.
Souhaiter une bonne rupture à la communauté musulmane de notre pays en particulier et à toute la Oumma islamique en général, tel est l'objectif recherché à travers cette rupture collective organisée chaque année par l'ambassade des États-Unis. L'ambassadrice des États-Unis a profité de cette occasion pour souhaiter ses meilleurs vœux de paix et de prospérité. Elle a également souhaité le renforcement des relations d'amitié et de développement entre le Niger et les États-Unis d'Amérique. Le peuple et le gouvernement des États-Unis demeureront solidaires du Niger dans ses efforts en faveur de la paix, de la justice, de la tolérance et du développement. C'est cette ouverture, cette tolérance, ce dévouement à la justice et à la liberté d'expression qui nous donne de la force alors que nous nous opposons à ceux qui pervertissent l'islam pour justifier le terrorisme. Dans l'unité, nous pleurons pour ceux qui ont été victimes d'attaques terroristes au Niger et ailleurs. Dans l'unité avec nos amis musulmans au Niger et dans le monde entier, nous travaillerons ensemble pour la paix. Ce mois de Ramadan nous rappelle toutes les valeurs communes d'harmonie et d'empathie qui nous sont chères. La paix, la dévotion, la piété caractérisent le mois béni de Ramadan. Un musulman américain des forces militaires se réjouit de rompre ce 18e jour de jeûne avec ses frères et sœurs musulmans américains et nigériens. Oh, alhamdulillah, c'est toujours un mois de miséricorde. C'est un mois qui touche pas seulement les musulmans, mais aussi les non-musulmans. En faisant cette rupture, ça nous rapproche ensemble et ça nous ramène à une seule, qu'on est tous des frères. Et le fait que je suis musulman, et je travaille pour le gouvernement américain dans un pays musulman, c'est déjà une fierté, c'est une bonté, c'est un grand plaisir. Malgré les fortes précipitations, les invités étaient au rendez-vous. Une marque de considération que l'ambassadrice a tenu à saluer. Place à présent à un invité pour ce journal. Il s'agit de Monsieur Aminou Ilia de l'association Djagel Soudou Baba. L'entretien donc est porté sur la caravane de sensibilisation qui s'est tenue du 20 mai au 11 juin 2017. L'entretien donc est réalisé par Suleiman Ousmane. Bonsoir, l'invité du journal ce soir est M. Aminou Ilia de l'association Djagel Soudou Baba. Monsieur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Bonferré. Bonsoir, monsieur. Le groupement d'action culturelle et de développement des jeunes éleveurs à Djagel Soudou Baba a organisé du 29 au 11 juin 2017 une caravane de sensibilisation dans les différentes communes du Niger. Alors, expliquez-nous un peu l'objet de cette caravane et les différentes communes concernées. Merci. Cette caravane qui a sillonné une dizaine de communes, à savoir Jagourou, Tera, Gorwal, Bankilare, Gotei, Makalondi, Torodi, Tamou, Ourejolajo et Saï, a comme objet de sensibiliser les collectivités sur l'importance des conventions intercommunales sur la mobilité pastorale, la gestion concertée des espaces partagés et des infrastructures collectives. Alors, on sait que c'est des communes qui ont été ciblées. Pourquoi le choix de ces communes? Et ces communes ont été choisies parce que ces communes-là sont des zones de transit, des transhumants qui vont du nord au sud, ou tantôt elles sont des zones de concentration où les transhumants séjournent avant d'aller vers les pays côtiers, ou c'est des communes qui sont traversées par ces transhumants-là.
Et par rapport à ça, vraiment, un certain nombre de problèmes qui ont été identifiés et qu'il va falloir vraiment les sensibiliser par rapport à la gestion concertée de certaines infrastructures et de certains espaces pastoraux. Oui, on sait également que là, c'est un travail qui a été abattu sur place. Comment se sont déroulés les échanges? Partout où nous avons passé, et nous avons organisé des débats. Donc, les caravaniers ont pris la parole tour à tour. Ils ont expliqué les objectifs globaux, l'objectif spécifique, et la parole a été donnée à l'assistance qui s'est exprimée, qui avait exprimé vraiment ses attentes par rapport à cette caravane. Cette assistance a énuméré les problèmes qu'elle rencontre par rapport au sujet auquel nous avons fait organiser cette caravane. Alors là, concrètement, est-ce que les acteurs concernés ont pu s'exprimer clairement sur cette problématique? Dieu merci, et partout où nous avons passé, c'était un débat sans tabou. Et les gens ont pris tour à tour la parole pour dire ce qu'ils vivent par rapport à l'activité élevage, ce qu'ils vivent par rapport à la transhumance, ce qu'ils vivent par rapport à la cohabitation des éleveurs qui nous viennent des pays voisins, comme le Mali, comme le Burkina Faso, et même à l'intérieur de chaque commune, la cohabitation entre les agriculteurs et les éleveurs, qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils la vivent, et qu'est-ce qui ne va pas. Ils se sont vraiment très bien exprimés, et nous avons ouvert vraiment un débat par rapport auquel on avait recherché un certain nombre de problèmes, et on a donné la parole à la salle, et on les a écoutés par rapport à la proposition qu'eux ils font pour la résolution de ces problèmes-là. Oui, dans cette caravane, vous avez été appuyé par le PRAPS, toujours dans cette caravane, à son terme. Qu'est-ce qu'il faut concrètement retenir et quel est le feedback que vous allez faire à vos partenaires désormais? Très bien. Quand nous avons recensé les problèmes et nous avons recensé les propositions de solutions de nos partenaires sur le terrain, nous sommes revenus au bureau, nous avons essayé d'analyser ces problèmes que nous avons recensés. Et nous avons regardé aussi les propositions de solutions qu'ils ont faites. Et Dieu merci, nous avons dégagé des axes que nous allons soumettre à PRAPS. Ces axes-là, sur lesquels nous avons beaucoup discuté, c'était l'hydraulique pastorale. Partout où nous avons passé, les gens nous ont notifié qu'il y a un manque de ponts d'eau pastoraux, ce qui empêche l'exploitation de certaines potentialités, de certains pâturages, des espaces que nous avons nous-mêmes visités au cours de notre trajet. Et le deuxième point, c'était la méconnaissance des textes. Ils vous énumèrent beaucoup de problèmes qui, si eux, ils savaient qu'il y avait des dispositions de la loi qui ont déjà réglé ces questions-là, ça n'allait pas être des problèmes. Donc là aussi, c'est un axe que nous allons transmettre à PRAPS pour voir ce qu'ils peuvent faire. Le troisième, c'est la question de la tracasserie. La tracasserie entre nos éleveurs qui vont en transhumance avec les pays voisins. Par exemple, pour le cas de Tamou, nous avons recensé une sorte de tracasserie avant de rentrer dans les pays côtiers. Donc pour ça, nous avons proposé vraiment à PRAPS de privilégier des dialogues intercommunaux pour pouvoir, entre nos communes voisines du Burkina Faso, du Mali, du Nigeria, du Bénin, au niveau du parc national de W et du Burkina Faso. Le quatrième axe, enfin, c'est la santé animale. Partout où nous avons passé, les gens se plaignent effectivement du manque de couverture vaccinale de bétail. Et ça aussi, nous allons transmettre ça à PRAPS pour voir vraiment ce qu'ils peuvent faire par rapport à la résolution de ces problèmes-là. Monsieur Aminou Ilia, merci donc d'être passé sur ce plateau pour nous édifier sur cette caravane de sensibilisation. Plutôt.
Et messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes, nos pensées vers la prison civile de Niamey, où notre frère et ami Baba Alpha est en détention préventive. Courage encore, Baba Alpha. Au revoir.